Elf a débarqué en 2003 comme un film de Noël dont personne ne savait quoi faire. Trop loufoque pour qu'on lui fasse confiance, trop sincère et émouvant pour qu'on puisse l'ignorer. En pleine saison de confort prévisible des fêtes de fin d'année, c'était le chaos en collant jaune. Mais derrière la joie de Noël se cachaient des histoires que le public n'a jamais remarquées. Ralphie du film Un Noël de folie, A Christmas Story, caché dans l'atelier du pôle Nord. Une scène de hockey tellement déjantée qu'elle a été purement et simplement supprimée du montage final. Et une offre pour une suite tellement énorme que même Will Ferrell a refusé de la faire. Voici 15 faits bizarres sur Elf, le film où un seul inadapté a redéfini Noël pour toujours. Numéro 1, l'elfe perdu de Farley qui n'a jamais existé avant Buddy. Avant que Buddy ne chante une unique chanson de Noël, avant qu'il ne défile dans New York en disant bonjour à tous les inconnus qu'il croisait, Elf appartenait à quelqu'un d'autre entièrement. En 1993, l'écrivain David Berenbaum, aujourd'hui orthographié Berenbaum, termine le premier jet du scénario, une version construite autour de l'énergie énorme, désordonnée et adorable de Chris Farley. Un Buddy en PG-13, un script plus acéré, une histoire qui mordait plus qu'elle ne scintillait. Farley aurait pulvérisé le rôle, mais le ton, ce n'était pas encore magique. Et quand la vie de Farley a pris son tournant tragique, le projet est tombé dans les limbes. L'écrivain a patienté jusqu'à l'expiration de l'option du studio, a emporté le scénario à l'autre bout de la ville et l'a confié à New Line Cinema, un studio qui cherchait encore à définir son identité. Le dirigeant John Berg a ferraillé dur, répétant qu'il y avait quelque chose de spécial enfoui dans cette fable de Noël bizarre. Son producteur a été d'accord, puis a sorti le pitch qui a tout changé. Et si on prenait Will Ferrell? Will n'était pas une star de cinéma. Il n'était pas éprouvé. Il n'était pas un choix sûr. Mais New Line a quand même joué ce coup de poker. Un film de Noël à 30 millions de dollars avec un type déguisé en elfe en vedette. Ce pari n'a pas seulement rapporté de l'argent, il a réécrit ce qu'un classique de Noël pouvait être. Numéro 2, la réécriture de Favreau qui a trouvé la magie. Quand Jon Favreau a ouvert pour la première fois le scénario d'Elf, il n'y a pas vu de magie. Il a vu une comédie classée PG-13, aux angles plus tranchants, un copain plus cynique que gentil et un pôle Nord qui ne ressemblait aux souvenirs d'enfance de personne. C'était drôle, mais pas intemporel. Pas le genre d'histoire de Noël que les parents auraient envie de partager avec leurs enfants 20 ans plus tard. Alors Favreau a déchiré le scénario et l'a entièrement reconstruit de fond en comble. Il s'est plongé dans Rudolph, le petit renne au nez rouge, Santa Claus is Coming to Town et tous les specials ranking bass qu'il avait regardés enfant. Il voulait que le pôle Nord ait l'air fait main, des couleurs vives, des ombres douces, des jouets en bois, une neige qui ressemble à de l'ouate. Le genre de monde où l'innocence n'est pas une faiblesse. C'est tout l'enjeu. Ce virage a tout changé. Buddy a cessé d'être un adulte sarcastique déguisé en elfe. Il est devenu un enfant aux yeux émerveillés dans un corps d'homme. Quelqu'un dont la pureté désarmait tous les New-Yorkais cyniques qu'il croisait. Les blagues n'ont pas disparu, elles se sont simplement adoucies, réchauffant le film de l'intérieur. Favreau n'a pas seulement réécrit un scénario, il a réécrit l'âme du film, transformant Elf en la chose la plus proche qu'ait produit le cinéma moderne d'un souvenir de Noël vivant. Numéro 3. Comment Elf a propulsé l'ascension de Jon Favreau. Avant que Jon Favreau ne devienne Happy Hogan, le garde du corps impassible qui fait office de babysitter pour Tony Stark, il était un cinéaste en pleine ascension qui cherchait à prouver qu'il avait sa place derrière la caméra. Quand le scénario d'Elf a atterri sur son bureau, il y a vu une opportunité que la plupart des studios avaient négligée. Une simple comédie de Noël qui pouvait devenir quelque chose de plus grand, de plus chaleureux et de durable. Favreau était encore au tout début de sa carrière, tout juste remis de Maid et commençant seulement à trouver sa voie de réalisateur. Mais sur Elf, il a traité chaque décision comme si elle comptait vraiment. Il a façonné le rythme du film, sculpté ses moments émotionnels et construit toute l'histoire autour de la sincérité plutôt que du sarcasme. Et en plein milieu du tournage, il a même fait une apparition devant la caméra pour incarner le pédiatre, ce médecin calme et amusé qui confirme à Buddy qu'il n'est pas vraiment un elfe. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que cette douce comédie de Noël allait catapulter Favreau dans la nouvelle ère d'Hollywood. 5 ans plus tard, le même réalisateur qui avait guidé Buddy à travers les rues de Manhattan allait guider Tony Stark à travers la naissance de l'univers cinématographique Marvel. Il a réinventé le storytelling des blockbusters et est devenu l'un des réalisateurs les plus influents de sa génération.
Elf n'était pas simplement une ligne de plus sur son CV. C'était le premier pas discret mais décisif de Jon Favreau vers la transformation du Hollywood moderne. Numéro 4. Les voix qui ont secrètement façonné le pôle Nord. Favreau ne s'est pas contenté de réaliser le film. Il est devenu le cœur battant caché du pôle Nord. C'est lui qui a prêté sa voix au petit macareux nerveux qui presse Buddy de quitter le pôle Nord avec insistance. C'est lui qui a incarné le narval qui agite joyeusement la nageoire en lançant « Au revoir Buddy, j'espère que tu trouveras ton papa !»« Merci monsieur Narval !» Il a même donné vie au raton laveur furieux qui se jette sur Buddy dans Central Park, une performance qu'il a enregistrée en riant tellement fort que l'équipe son l'a supplié de refaire certaines prises. Favreau a traité le pôle Nord comme un terrain de jeu vivant à la Rankin Bass, un univers peuplé de personnages qui semblent fabriqués à la main, sincères et pleins d'âme. On ne le voit pas, mais il est partout, cousant de la chaleur dans ce monde, une créature à la fois. Et c'est là la magie secrète d'Elf. Même derrière le micro, Favreau continuait à réaliser avec une joie communicative. Numéro 5. Le duo qui a réécrit Jovi pour toujours. Zooey Deschanel n'était absolument pas censée jouer une elfe. Elle a rejoint le casting à la dernière minute en reprenant un rôle qui avait été écrit pour une autre actrice. Puis Jon Favreau l'a entendue chanter, une voix douce, naturelle, presque rétro. Et tout a changé. Il a entièrement réécrit le personnage de Jovi de fond en comble. Soudain, elle n'était plus seulement l'amoureuse de Buddy, elle est devenue une employée timide d'un grand magasin qui cachait une voix qu'elle ne voulait montrer à personne. Le duo sous la douche n'existait pas dans le scénario initial. Favreau a construit toute la séquence autour du timbre de Deschanel, intime, délicat et absolument parfait pour un film qui redécouvrait son innocence. Ce qui n'était au départ qu'un remplacement de casting précipité est devenu l'une des scènes les plus emblématiques du cinéma de Noël moderne. Une chanson que Buddy n'était pas censé entendre est devenue le moment où le monde entier est tombé amoureux de Jovi. Numéro 6. Le caméo de Ralphie, caché en pleine vue. La plupart des gens regardent Elf chaque année sans se rendre compte qu'une véritable légende de Noël se tient juste à côté de Buddy au pôle Nord. L'elfe en chef qui dit doucement à Buddy qu'il n'est pas un « cotton-headed ninny-moggins » « Non Buddy, tu n'es pas un cotton-headed ninny-moggins » est interprété par Peter Billingsley, Ralphie en personne du film A Christmas Story, en français, Un Noël de folie ou La course aux jouets. 20 ans et une paire de lunettes d'elfe plus tard, il s'est glissé dans le rôle si discrètement que même les fans de longue date ne le remarquent pas. Jon Favreau a offert ce rôle à Billingsley à la fois comme une blague interne et comme une lettre d'amour. Un classique de Noël passant le flambeau à un autre. Billingsley a pleinement embrassé l'idée, troquant le célèbre fusil Red Ryder à plomb contre un clipboard, un atelier et le poste de responsable du plus enthousiaste elfe jamais né. C'est l'une des touches cachées les plus intelligentes du film. L'enfant qui a défini les films de Noël pour toute une génération aide à lancer la suivante sans que personne ne s'en rende compte. Un caméo si subtil qu'il ne fonctionne que parce que Ralphie a grandi juste sous nos yeux. Numéro 7. L'orgie de sucre qui a détruit Pharrell. Buddy n'aime pas simplement le sucre, il le dévore comme si c'était un groupe alimentaire à part entière. Mais en coulisses, chaque bouchée trempée dans le sirop était bien réelle. Will Ferrell a réellement mangé les spaghettis noyés dans du sirop d'érable, les petits déjeuners empilés de bonbons, il a bu des litres de soda d'un trait, et il a même mangé les boules de coton imbibées de barbe à papa lors de la scène chez le médecin. Cette consommation incessante de sucre l'a durement touché. Ferrell a plus tard avoué que ce régime lui provoquait des migraines atroces, de l'insomnie et des vagues de nausées si violentes que des journées entières de tournage ressemblaient à un manège de Noël infernal dont il ne pouvait pas descendre. Pourtant, Buddy a tenu bon, refusant de tricher sur le chaos sucré que son personnage inflige à chaque repas. Chaque bouchée ridicule contribuait à la magie de Buddy. La performance la plus sucrée à l'écran a été payée par le pire crash glycémique en coulisses. Numéro 8. Buddy lâché en liberté dans les vraies rues de New York. Le dernier jour de tournage, Jon Favreau a fait quelque chose que seul un réalisateur courageux ou un lutin particulièrement espiègle oserait tenter. Il a réduit l'équipe entière à seulement 3 personnes. Lui-même, un cadreur et Will Ferrell habillé de la tête aux pieds en Buddy. Pas de figurants, pas de foules organisées, pas d'autorisation. Juste un elfe d'1,90 m lâché en totale liberté dans les vraies rues de Manhattan. Buddy s'est baladé dans New York exactement comme son personnage l'aurait fait.
Il sautillait d'un passage piéton à l'autre comme à la marelle, faisait de grands signes au taxi, prenait dans ses bras des passants qui n'avaient aucune idée qu'on était en train de tourner un film, attrapait les prospectus qu'on lui tendait comme s'il s'agissait de quêtes magiques, et s'est même fait cirer les chaussures tout en discutant joyeusement avec des piétons médusés. Chaque sourire, chaque regard perplexe, chaque double take involontaire était à 100% authentique. Ces plans que l'on voit dans le montage final, ceux qui dégagent une joie absolument impossible à simuler et qui paraissent totalement spontanés, ne sont pas du jeu d'acteur. Ce sont de vrais New-Yorkais en train de réagir à un elfe particulièrement enthousiaste qui croyait sincèrement que la ville entière était son terrain de jeu de Noël. Et c'est précisément pour cela que la séquence fonctionne aussi bien. C'est Buddy qui pénètre dans notre monde et le monde qui, immédiatement, lui rend l'appareil. Numéro 9. Le gag de Ferrell qui a fait craquer James Caan. James Caan avait été engagé pour une seule raison. Jon Favreau avait besoin de quelqu'un qui ne craquerait pas. Il voulait un acteur à l'ancienne, dur à cuire, capable de tenir debout aux côtés de l'énergie de Noël explosive de Will Ferrell sans broncher. Et pendant la majeure partie du tournage, Caan a tenu bon. Visage de pierre, inébranlable, le contrepoids parfait au chaos sucré et déchaîné de Buddy. Puis est arrivée la scène du test sanguin. Ferrell a tendu la main, attendant la piqûre au doigt. Et quand la plus petite des aiguilles a touché sa peau, il a lâché cet hurlement suraigu typique de Ferrell. Ce n'était pas dans le scénario, ce n'était pas répété. C'était du pur Ferrell, soudain, ridicule, bien plus fort que ce que quiconque avait pu imaginer. Pendant une fraction de seconde, Caan a perdu la bataille. Regardez bien, et vous le verrez se détourner de la caméra, les épaules secouées, en essayant de cacher le sourire qu'il ne pouvait plus retenir. Dans un film entièrement construit sur l'allégresse inarrêtable de Buddy, ce fut le seul moment où même le type le plus coriace de la pièce n'avait plus aucune défense. Parce que même James Caan ne pouvait pas rester sérieux quand le chaos de Noël de Ferrell atteignait son volume maximal. Numéro 10. Le pôle Nord, construit de mains humaines. Jon Favreau ne voulait pas que Elf paraisse moderne. Il voulait qu'il paraisse souvenir, comme ces émissions spéciales en stop-motion qui passaient une seule fois par an à la télévision et restaient gravées à jamais dans la mémoire d'enfance. C'est pourquoi, au lieu de remplir le pôle Nord d'ordinateurs, il a presque totalement supprimé l'infographie du film. Chaque congère, chaque créature, chaque petit atelier d'elfes a été construit à la main. La perspective forcée a permis à Buddy de dominer les elfes de toute sa hauteur. Des décors miniatures ont remplacé les mondes numériques. Des peintures sur verre, matte paintings, ont tenu lieu de vastes horizons urbains. Même le narval, le macareux et les créatures arctiques ont été animés image par image pour retrouver ce rendu brut et basique que Favreau adorait quand il était enfant. Et voici la partie que la plupart des gens manquent. Favreau a refusé de cacher les coutures. Si les bords entre deux décors de tailles différentes ne s'alignaient pas parfaitement, il les laissait tels quels. Il disait que ces imperfections rendaient le film plus chaleureux, comme quelque chose d'artisanal plutôt que d'industriel. C'est ce choix qui fait que Elf reste intemporel. Il n'est pas lissé par la technologie, il est façonné par des mains humaines et on ressent cette magie dans chaque... Numéro 11. La confession dans la salle du courrier qui a failli disparaître. La scène de la salle du courrier était censée être simple, mais Buddy voit son collègue verser du vin dans un gobelet, croit que c'est du sirop et s'en sert un verre à son tour. Les deux hommes finissent ivres et se lient d'amitié autour de ce que Buddy croit n'être qu'une énième friandise sucrée. Mais l'acteur Mark Acheson a improvisé une réplique qui a littéralement glacé le plateau. Tout à coup, sans prévenir, il soupire. « J'ai 26 ans et je n'ai rien à montrer. » Toute l'équipe éclate de rire. Will Ferrell se penche vers lui avec cette sympathie écarquillée propre à Buddy que lui seul pouvait offrir et Jon Favreau a immédiatement crié « Cut !» avant de réaliser que c'était génial. Le mensonge était la blague, la tristesse, le timing, la sincérité, c'est ça qui a fait chanter le moment. Jon Favreau s'est battu pour garder la réplique, il l'a conservée. Et cette toute petite confession bizarre et improvisée est devenue l'une des phrases les plus citées d'Elf. La preuve que parfois, la vérité la plus drôle est celle qui est manifestement, évidemment, totalement fausse. Numéro 12, la bagarre du Père Noël, filmée en une seule prise complètement folle. Quand Buddy charge le faux Père Noël sur Gimbal, ça paraît totalement chaotique.
Décorations qui explosent, jouets qui volent dans tous les sens, 5 gratte-ciel miniatures entièrement fabriqués à la main, construits comme des sculptures Lego et juste assez collés pour tenir debout. L'équipe artistique avait conçu l'ensemble du décor pour qu'il ne s'effondre qu'une seule et unique fois. Les tours étaient fragiles et chaque élément était câblé pour se désintégrer dès la seconde où le combat commencerait. Will Ferrell et Artie Lang n'avaient exactement qu'une seule chance de réussir le timing. Pas de destruction répétée, pas de cascadeur pour réarranger les décombres après coup. Chaque choc, chaque chute se produisait pour de vrai, pendant que les caméras les poursuivaient à travers le carnage. C'est précisément pour cela que le combat paraît sauvage et presque incontrôlé, parce qu'il l'était réellement. 2 acteurs, une bagarre totalement improvisée et un décor construit pour mourir sur commande. La scène est devenue culte, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce que c'était le désastre le plus joyeux jamais capturé en une seule prise. Numéro 13. Le chaos du hockey des elfes que vous n'avez jamais vu. Bien avant que Buddy ne se précipite à travers des portes tournantes ou ne dévore des spaghettis recouverts de sirop, il a vécu un autre moment d'innocence pure et totalement chaotique. Une séquence complète de hockey entre elfes filmée sur un étang gelé du pôle Nord. La scène commençait de manière plutôt adorable. De tout petits elfes patinaient en faisant des cercles autour de Buddy, l'encourageaient bruyamment pendant qu'il vacillait sur la glace comme une girafe sur des rollers. Mais dès l'instant où Buddy a voulu participer au jeu, tout s'est effondré. Son enthousiasme est devenu une boule de démolition. Il a glissé droit dans les elfes comme s'ils étaient des quilles de bowling, les renversant tous, et a apparemment détruit la patinoire entière, finissant par envoyer à la fois le palais de hockey et le gardien de but voler dans la neige. Will Ferrell s'est jeté dans cette comédie burlesque avec une telle énergie que l'équipe de tournage arrivait à peine à retenir son rire. C'était énorme, c'était coûteux, c'était hilarant. Et dans la salle de montage, la séquence est morte. Jon Favreau a coupé toute la scène pour des raisons de rythme, ne laissant que quelques traces de ce chaos enneigé que les spectateurs n'ont jamais pu voir. Certaines scènes méritent leur place dans un film. Celle-ci a mérité sa place dans la légende, la plus grande crise de Buddy que le public n'ait jamais eu la chance de voir. Numéro 14. Le succès de Noël qui a refusé de s'effacer. Elf n'est pas arrivé avec des attentes de blockbuster. Une comédie de Noël à 33 millions de dollars, avec un ancien membre du Saturday Night Live en collant jaune, n'était pas censé dominer une saison trustée par les grandes épopées et les suites. Mais quand Buddy est arrivé dans les salles en novembre 2003, il s'est passé quelque chose de rare. Les familles sont revenues, week-end après week-end, salle après salle. Le bouche à oreille a transformé une sortie modeste en véritable phénomène. À la fin de son exploitation, Elf avait rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde, ce qui en faisait l'une des comédies de Noël les plus rentables de l'histoire. Et sa deuxième vie a été encore plus grande. Chaque mois de décembre, les rediffusions explosent, les chiffres du streaming s'envolent et les ventes de DVD grimpent comme si le film venait tout juste de sortir. La plupart des films de Noël s'essoufflent après quelques saisons. Elf, lui, n'a pas faibli. Il a grandi année après année jusqu'à ce que Buddy, l'elfe, a cessé d'être simplement un personnage pour devenir une tradition de Noël qui ne vous lâche plus. Et si cette tradition signifie encore quelque chose pour vous, vous pouvez la ramener chez vous. Il vous suffit de cliquer sur les liens ci-dessous pour le Blu-ray, le DVD ou la version 4K Ultra HD. Merci pour votre soutien, ça compte énormément. Allez, on replonge tout de suite dans l'univers de Buddy. Numéro 15. Offre de suite que Farrell a refusée. Le studio voulait une suite, le public voulait une suite, et Will Ferrell s'est vu offrir un chèque assez important pour faire les gros titres, 29 millions de dollars pour ramener Buddy. Mais Farrell a dit non avant même que l'encre ne sèche. Il croyait qu'un Buddy d'âge moyen se serrant dans ses collants verts semblerait forcé, peut-être même triste, et si le cœur n'était pas réel, la blague ne le serait pas non plus. Protéger Elf signifiait le laisser exister seul. Une histoire unique et sincère sur l'innocence dans un monde cynique. Parfois, le geste le plus courageux n'est pas d'en faire plus, c'est de savoir quand un film parfait suffit. Fait bonus. Quand Elf a sauté de l'écran à Broadway en 2010, personne ne s'attendait à ce que Buddy remplisse une salle de théâtre comme il avait rempli le pôle Nord. Mais il l'a fait. La comédie musicale a explosé dès le départ, rapportant plus de 1,4 million de dollars en une seule semaine. Un nouveau record pour l'Al Hirschfeld Theater, et un véritable miracle de Noël qui a stupéfié même les producteurs les plus chevronnés.
Le spectacle réinventait Buddy avec des numéros de danse gigantesques, des décors enveloppés de paillettes et une partition conçue pour donner l'impression d'un pur matin de Noël. Les critiques l'ont qualifié de joie saupoudrée de sucre, et le public en a fait un pèlerinage annuel. Une reprise a eu lieu en 2012. Des tournées nationales ont suivi. Les écoles et les théâtres régionaux continuent de le jouer chaque décembre. Buddy n'a pas seulement conquis le cinéma. Il a envahi les planches et a transformé une simple comédie de Noël en une tradition vivante. Elf n'est pas devenu un classique grâce aux effets spéciaux ou au spectacle. Il l'est devenu parce qu'il se souvenait d'une chose simple, une chose que nous oublions bien trop facilement. La merveille fonctionne encore. La joie compte toujours. Et parfois, le monde a besoin d'un grand elfe maladroit pour nous rappeler à quel point les gens peuvent être bons. Will Ferrell a apporté le cœur. Jon Favreau a façonné la magie. Mais la raison pour laquelle Elf continue de vivre, c'est que les familles sont revenues année après année pour rire au même moment, ressentir la même chaleur et transmettre le film comme une tradition qui refuse de s'éteindre. Si cette histoire vous soulève encore le cœur, même un tout petit peu, dites-nous votre moment préféré dans les commentaires ci-dessous. La bataille de boules de neige, les spaghettis au sirop d'érable, la porte tournante, peu importe le souvenir qui vous ramène. Parce que les plus belles histoires de Noël ne se contentent pas de nous divertir, elles restent avec nous longtemps après que les lumières se sont éteintes.